Alors, bonjour à tous. Ravi de voir que vous êtes aussi nombreux ce matin pour ce webinaire sur le sujet de la banque. Aujourd'hui, on va parler de la banque aujourd'hui, de l'avenir de la banque, quels vont être les nouveaux services offerts par la banque. Je vais vous présenter nos invités de marque d'aujourd'hui qui vont vous apporter un éclairage assez différent peut-être sur ces points-là. Mais l'idée, c'est vraiment de se projeter un petit peu sur les usages, quelle va être la banque de demain. Et pour ça, on va tâcher de vous apporter le maximum de précision. Donc moi, je m'appelle Antoine. Je travaille chez Didomi avec Yannick, qui est donc notre directeur marketing. Et donc pour vous dire juste un petit mot sur Didomi, on est une jeune entreprise française spécialisée dans la gestion des consentements et préférences utilisateurs, qui est devenue un des leaders mondiaux en moins de 3 ans, avec plus de 160 000 sites et applications équipés pour un volume d'à peu près 65 milliards de consentements collectés tous les mois. Ça va être le fil conducteur de notre discussion aujourd'hui. Les nouveaux usages de la banque vont passer par de la donnée. Sans consentement, il n'y a pas d'exploitation de la donnée quasiment. Donc c'est vraiment le fil conducteur avec des profils assez différents aujourd'hui. Donc je vais vous les présenter dans une petite seconde. Mais parmi les entreprises qu'on accompagne, pas mal de banques déjà. On accompagne la majorité des banques françaises et des entreprises bretonnes pour faire plaisir à Ronan du coup. Mais du coup, on est ravis d'avoir autant de clients et d'heureux clients qu'on peut aider sur ces sujets. Donc, bien sûr, ça va passer par les sujets de gestion des consentements cookies, qui est peut-être le consentement le plus évident. Mais derrière, il y a un certain nombre de consentements qui vont être nécessaires aux activités des banques. On pourra revenir dessus dans quelques minutes. Ce webinaire, on a cherché à faire en sorte qu'il soit le plus participatif possible. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, même si elles peuvent être un petit peu challengeantes. L'idée, c'est vraiment d'avoir une discussion ouverte sur le sujet, que vous nous partagiez aussi vos réflexions. On fera le maximum pour y répondre de la manière la plus précise possible. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Ronan Lemoal, qui est l'ancien directeur général du Crédit Mutuel Arkea. Bonjour Ronan. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et on a également Julien Mas, qui est le CEO de Gold Circle, une jeune entreprise qu'on va vous présenter que Julien va vous présenter dans quelques minutes. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et bien sûr, oui, Yannick, que je vais représenter, qui est le directeur marketing de Didomi et qui a fortement contribué à l'organisation de ce webinaire. Donc, on le remercie chaleureusement. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par faire une rapide introduction, non pas pour prendre la parole à la place des stars du jour, mais pour donner un fil conducteur qui permette aux personnes de comprendre pourquoi on parle d'open banking aujourd'hui, Didomi, alors qu'on n'est pas connu sur ce secteur-là. On est connu auprès des éditeurs et des marques notamment de e-commerce, et d'apporter le plus possible d'informations et de valeur à l'échange qui va suivre. Donc, en 2016, Édouard Lederer, qui est un des journalistes stars des Échos sur la finance, les fintech et le secteur bancaire, écrivait un article qui s'appelait « La confiance, nouvelle arme marketing des banques ». Cet article, il pourrait sortir encore aujourd'hui, il serait toujours d'actualité, et il introduit son article de telle manière « Vous ne nous aimez peut-être pas, mais faites-nous confiance ». Fin de la phrase. C'est moi qui ai ajouté le « avec vos données », point d'interrogation. Le sujet de l'article étant « Les banques ne sont pas que des entreprises qui gèrent de l'argent ». Ce sont aussi des entreprises qui gèrent des données personnelles et ces données personnelles vont pouvoir être valorisées à l'avenir dans une logique d'open banking. Mais pour ça, il faut quoi? Il faut la confiance des gens. Et donc, on va parler de confiance tout à l'heure pendant l'échange. Donc ça, c'est la première introduction. On parle de 2016 quand même, c'est-à-dire il y a 5 ans. Ensuite, Ronan, tu parlais ici dans une capture d'écran d'une interview que tu as donnée au Telegram en 2018, du fait que Arkea souhaitait devenir l'Amazon de la banque, en disant que le modèle de banque collaborative et ouverte, c'est le sens de l'histoire. C'est ce vers quoi le modèle bancaire doit se diriger. Et que vous soyez petite, jeune, grande, âgée, française ou étrangère, votre modèle bancaire devra prendre en compte la logique ouverte, sinon les autres le feront à votre place. C'est une intro. Après, je te laisserai élaborer là-dessus, Ronan, et puis je vais permettre aussi, alors évidemment, on va permettre à chacun de poser des questions sur cette vision et sur sa mise en application. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme service bancaire sur la base des données financières des clients, que ce soit des données financières d'entreprise ou d'individus? Beaucoup de choses. Alors, je passe les détails, je ne vais pas tous les lire, mais ça va du service, comme la proposition de gestion immobilière, des réductions, des coffres-forts électroniques, c'est ce que dit Édouard Lederer dans son article des Échos, c'est-à-dire voilà, les banques peuvent demain proposer des services d'alarme, garder doubler les clés, ça peut aller très très loin.
Une partie de ces services-là repose, comme l'a dit Antoine, sur des données personnelles. Et la base légale aujourd'hui en France et en Europe avec le RGPD de cette utilisation de la donnée de la personne, c'est les consentements des personnes. Donc la personne doit dire oui, doit proposer sa permission. En France, les Français ont confiance dans les banques, comme le montre cette étude de Deloitte. On a tendance à vouloir ou aimer détester les banques, mais les Français ont quand même globalement confiance dans cette institution, comme le montrent ces chiffres-là, et sont même assez à même à imaginer que des banques puissent leur apporter des services différents que juste la conservation, la gestion de l'argent ou la proposition de services d'investissement. Mais, là vient un mais, une étude d'ING a montré fin d'année dernière qu'en Europe, les consommateurs, les clients, sont assez peu enclins à accorder une permission à leur banque pour utiliser leurs données personnelles, et surtout en France, qui est ici assez loin dans le classement, dans lesquels seuls 16% des consommateurs diraient « oui, je donnerai une permission à ma banque pour valoriser, entre guillemets, mes données personnelles ». Donc ça, c'est l'introduction de Didomi, je vais m'arrêter là, mais je voulais apporter une certaine tension entre la théorie, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui, et qu'est-ce que les Français et les clients bancaires sont prêts à faire et à accorder à leur banque. Et ensuite, Julien va aussi parler de qu'est-ce que derrière d'autres types d'entreprises peuvent faire avec la donnée financière. Mais je voudrais arriver à la première question pour Ronan, et vous êtes tous invités, les participants, à poser vos questions à tout moment, qui est comment est-ce qu'on peut donner confiance aux clients, aux consommateurs, aux utilisateurs bancaires, dans le contexte que je viens d'expliquer. Et voilà, ça c'est ma première question. À toi, Ronan. Ok Yannick, merci à toi. En fait, peut-être pour répondre à ta question, je pense que c'est important de faire un petit peu d'histoire. Tout à l'heure, tu montrais mon parcours, Antoine, en tout cas. Donc, j'ai fait 25 ans dans un groupe bancaire, le même, hein, le groupe Arkea, en y commençant à 23 ans et en sortant à 48 ans. Et j'ai connu 2 phases de 12 ans, les 12 dernières années où j'étais DG du groupe Arkea et 12 années précédentes, qui étaient avant 2008, dont tout le monde se rappelle, qui est la fameuse crise qu'on a connue. Alors, pourquoi je prends ce repère? Parce que pour moi, c'est 2 périodes. La banque ne se résume pas à ça, mais en tout cas, j'ai connu 2 périodes très différentes en termes de posture de la banque vis-à-vis de sa clientèle. Je m'explique. 2008, finalement, c'est un moment un peu clé où on voit certes la crise financière, mais on voit surtout 3 facteurs hyper importants qui se mettent en route et qui vont pour moi être des éléments clés de ce qui conduit aujourd'hui tout doucement à ce que la data soit importante, à ce que le consentement soit important, à ce que le travail du marketing vis-à-vis du client soit important. Ces 3 éléments, c'est quoi? C'est 2008, effectivement, avec la crise, c'est une pression sur les résultats des banques de plus en plus forte, pression à la baisse, bien entendu. Et donc, ça pose des questions sur la génération possible de résultats par les banques, alors que pendant très longtemps, on va dire qu'elles ont vécu un long fleuve tranquille de rentabilité, puisque des acteurs assez incontournables, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est un élément comme assez fort, parce que moi, je dis souvent, quand vous avez un taux de marge dans un business qui est de 40%, parce que vous savez, dans la banque, on calcule ce qu'on appelle le coefficient d'exploitation, qui est le rapport entre les frais généraux et le chiffre d'affaires, pour faire court. Et donc, il était de 60% à l'époque. Ça veut donc dire un taux de marge de 40%, si je prends l'inverse. Quand vous avez un taux de marge de 40%, je ne connais pas beaucoup de boîtes qui se posent beaucoup de questions pour savoir comment je peux l'augmenter de 1 ou 2 points. Mais quand ce taux de marge, tout doucement, il baisse tendanciellement de 2, 3, 4, 5, 10 points parfois, là, la question devient cruciale. Et donc ça, c'est un des facteurs clés pour moi, post-2008, de comment je m'interroge sur mon modèle d'affaires et comment je dois repenser ma posture par rapport à mon client. Premier point. Le deuxième point, c'est la reprise du pouvoir par le consommateur. 2008, c'est, on l'a dit, et sans doute beaucoup trop, le désamour des banques avec tout ce, pour ceux qui se rappellent, je ne sais pas si vous vous rappelez, les agressions dans les agences bancaires, il y en a toujours, mais il y a eu une espèce de rebond assez fort de ce point de vue-là, il y a eu un désamour très fort des banques, et donc le consommateur reprend le pouvoir. Comme avec le digital, il a repris le pouvoir avec des acteurs qui sont certes hégémoniques, Amazon, etc., mais en même temps, il a repris le pouvoir, sa capacité d'achat, il reprend le pouvoir par rapport à la banque, et finalement, il passe d'un rôle où il était un peu dans un rôle inversé, c'est-à-dire le banquier, comme je le dis souvent, c'est le seul commerçant qui a le refus de vente possible. Il peut vous faire un refus de crédit, si c'est possible. Votre boulanger refusera rarement de vous vendre des pains au chocolat ou des baguettes de pain. Bon, le banquier, lui, peut refuser de vendre. Et ça crée une posture entre le client et le banquier historiquement qui est inversée, à front inversé. Et ça, post-2008, ça change. Le client reprend le pouvoir en termes de posture, en termes d'ascendant par rapport au banquier. Et on va en dérouler tout le reste, jusque maintenant, effectivement, la capacité à maîtriser sa data. Et le troisième phénomène hyper important, c'est l'arrivée des nouveaux acteurs. Sur le slide, Antoine ou Yannick, que tu vous projetiez tout à l'heure, il y a quelques noms que je connais bien, des Conto, des Max pour moi, des Shine, Arkea et quelques autres. En tout cas, Arkea n'était pas nouveau, mais en tout cas, quelques acteurs, je vois là, United Credit, etc., qui sont des acteurs qui sont arrivés à l'époque, Pumpkin, en venant percuter la chaîne de valeur des banquiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une banque, historiquement, ça fonctionne en intégrant
toute sa chaîne de valeur de A à Z, depuis l'amont jusqu'à l'aval. J'imagine, je conçois, je fabrique, je vends et je fais le SAV de mes produits et uniquement de mes produits. Ça, c'est historiquement la banque. Les acteurs qui arrivent post-2008, les nouveaux qu'on voit, ils viennent picorer des bouts de cette chaîne de valeur, qui sur le paiement, qui sur le crédit conso, qui sur, je ne sais pas moi, l'assurance vie online, etc., etc. Et ça vient désagréger la chaîne de valeur du banquier, de telle sorte, effectivement, qu'il se retrouve dans une situation quasiment obligatoire, s'il veut continuer à survivre durablement, de s'ouvrir. Alors, plus je suis gros, plus je peux résister à ce besoin, parce que ce n'est pas une envie à la base, à ce besoin, plus je suis petit, et plus je comprends qu'une de mes capacités pour émerger, exister, ça va être justement ces alliances, plus j'ai intérêt à le faire. Bon, pour faire court, quand j'étais chez Arkea, moi, ce que j'ai vite compris, c'est que avec la taille qui était celle d'Arkea, vis-à-vis des mastodontes, avec ce qui se passait, nous avions plus intérêt à créer des alliances avec ces nouveaux acteurs qu'on appelait à l'époque, si vous vous en rappelez, des barbares, plutôt qu'à effectivement essayer de s'opposer à eux. Parce que, comme je dis souvent, un petit qui fait comme les gros, c'est darwinien et disparaît. Donc un petit, il doit trouver sa voie un peu différente. Et nous, c'est la voie qu'on avait trouvée. Donc, rétrospectivement, 1, crise financière qui pèse sur les marges. 2, des consommateurs qui reprennent le pouvoir. 3, une chaîne de valeur qui est percutée par l'ensemble d'acteurs qui amène tout doucement, de manière contrainte, à ce que l'open banking s'impose. Quand je dis s'impose, c'est qu'il n'est pas un choix des acteurs existants, il est quelque chose que la force finalement de nouveaux entrants amène, quelque chose aussi apporté par la réglementation. J'ai jamais oublié que la réglementation, ces dernières années, a été assez friendly avec les nouveaux acteurs pour faire en sorte que, avec tout ce qui est nouvelle réglementation sur les paiements notamment, on fasse en sorte que les banquiers soient obligés de s'ouvrir. Et ça, c'est d'autant plus important que si on raisonne data, la data, finalement, c'est quelque chose que les banquiers ont depuis toujours. Ils l'ont historiquement, la data. Simplement, dans un environnement où je suis en quasi-oligopole, en environnement fermé autour de moi, tout ce que je veux faire, finalement, c'est dire à mon client, tu pourras avoir la voiture que tu veux, si je reprends une phrase célèbre, pourvu que ce soit une Ford T noire. Et en fait, les banquiers, pendant très longtemps, c'est ce qu'ils ont fait. Ils utilisaient la data du client pour vendre leur Ford T noire, dit autrement, pour être capable de bien pricer le risque d'un client, parce que c'est essentiellement pour ça que c'était utilisé, mais absolument pas, ou très rarement en tout cas, dans l'idée effectivement d'être novateur en termes marketing. Et ces 3 éléments de contexte que je viens d'évoquer à l'instant, la réglementation qui a évolué, et quelque part cette idée de dire, grâce à ma data, je vais pouvoir sans doute être beaucoup plus innovant, c'est ce qui, à mon avis, va créer les fondations de ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc tu vois, Yannick, pour répondre à ta question, je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un long cheminement sur plus de 10 ans maintenant, qui s'est d'abord fait à une marche forcée pour les acteurs installés en tout cas, et qui tout doucement va s'imposer parce que de toute façon, si on veut exister en tant qu'acteur bancaire dans la banque demain, il faut être capable de créer ces alliances. Merci. Merci Ronan. Alors Julien a eu un bug de connexion, j'ai l'impression, il va revenir dans une minute, donc on peut en profiter je vais en profiter parce que c'est lui qui devait parler juste après pour poser du coup la question de est-ce qu'il y a une défiance côté client et est-ce qu'il y a quelque chose que concrètement les banques peuvent faire pour donner confiance et n'importe quel acteur, les fintechs peuvent faire pour donner confiance aux clients. Est-ce que la défiance dont on a parlé juste avant, est-ce qu'elle t'étonne ou est-ce que c'est quelque chose qui est un fait, qu'il faut accepter et qui peut-être naturellement avec le temps s'établira mais sur lequel on ne peut pas faire grand-chose pour utiliser la data du client quand on est une banque ou une fintech. Tu sais, aujourd'hui, jusqu'à présent, la data, en tout cas, je le disais à l'instant, elle a été utilisée pour pricer le risque crédit, pour regarder les incidents de paiement, je caricature bien sûr, hein, et pour des événements de vie de la clientèle, qui n'est pas des événements de vie forcément heureux. Donc, à partir du moment où cette posture existait d'utilisation de la data, quand je dis uniquement, je caricature là aussi, mais fortement pour justement pricer du risque, il est sûr qu'à la base, l'ouverture de la data pour les clients, c'est plus compliqué parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'on va faire avec. Donc je pense que pour être capable, et c'est ce que font les acteurs de la banque aujourd'hui et les nouveaux entrants aussi, hein, pour être capable de dire à mon client, soyez acceptez le consentement, donnez-moi vos données, il faut le faire avec sincérité pour créer de la valeur pour son client. Ça, il faut le faire dans une vision en 2 temps, pas seulement la vision de ma performance économique de demain matin grâce à vos data, c'est je vous montre, monsieur le client, que quand vous me donnez vos data, quand vous acceptez de les partager, je crée de la valeur pour vous, quand bien même ça n'en créerait pas pour moi instantanément, dans l'optique, non pas machiavélique, mais business, tout simplement de dire que si ça marche, et si vous me faites confiance, alors demain, vous serez capable effectivement d'être encore plus ouvert vis-à-vis de moi, et moi je pourrais exploiter encore plus vos données. Donc je pense que le vrai sujet, c'est de montrer comment, en exploitant la data de ses clients, on est capable de créer la valeur pour lui sans qu'il y ait forcément un retour immédiat
en termes de profit, de rentabilité. Ça, pour moi, c'est un des vrais sujets hyper importants. On est presque dans un sujet de fidélisation du client, en définitive, d'accompagner le client sur ses moments de vie, en fait, en se disant, je vais vous aider sur des choses qui ne sont pas forcément vecteurs de chiffre d'affaires direct pour moi, mais je vais être là pour vous. Exactement. En fait, quelque part, si tu veux, tu as raison. Le banquier vendait beaucoup de produits sur étagère, en utilisant la data qui lui permettait de pricer ses produits pour son client. Aujourd'hui, ce qui est important, et notamment avec l'open banking qui élargit le champ des possibles, c'est de vendre sans doute plutôt que des produits, on va dire, de l'accompagnement de moments de vie. Et cet accompagnement de moments de vie, je peux être capable, vis-à-vis de mon client, de créer la valeur pour lui sans qu'il y ait forcément le ROI instantané de l'opération. Simplement, et c'est tout le paradoxe, pour un acteur qui, par définition, a une vision très long terme, puisqu'un crédit, je le fais sur 20 ans, il est en train de se positionner le banquier comme un acteur de fidélisation, et pas de la fidélisation à marche forcée, parce que vos encours de crédit sont loqués chez moi pendant 20 ans, mais de la fidélisation parce que ce que vous me proposez, vous, banquier, en termes de valeur, vous et vos partenaires, parce que vous êtes en open banking, c'est quelque chose que je ne trouve pas ailleurs. C'est vraiment l'enjeu aujourd'hui de la banque, c'est d'être un agrégateur de services sur des chaînes de valeur qui sont de l'expérience client. Je crois qu'on dit tous depuis une dizaine d'années que ce qui compte, c'est l'expérience plus que le produit. Et dans le secteur bancaire, c'est la même chose. Et Dieu seul sait si le secteur bancaire, il a plutôt vendu des produits que de l'expérience pendant très longtemps. Ouais, et puis même, on peut voir que l'expérience avec le conseiller, elle a encore beaucoup d'importance pour les Français d'une manière générale. C'est quand même quelque chose qui est très important pour eux. On ne l'a pas présenté là, mais l'étude de Deloitte qui me présentait le taux de confiance des Français auprès des banques montrait aussi l'importance qu'avait ce banquier physique qu'on connaissait bien, on a son numéro, on peut aller le voir dans son bureau. Malgré les nouveaux services, c'est quand même en fait, tu sais qu'il n'y a pas. Moi, je dis souvent, il ne faut pas opposer la. En fait, on dit souvent, plus on digitalise, plus l'humain est important. Et ce n'est pas une phrase galvaudée, je pense que c'est vrai. Et c'est vrai que le désamour que j'évoquais tout à l'heure vis-à-vis des banques n'est pas un désamour qu'on a pu observer vis-à-vis de son conseiller. Les personnes ont toujours eu, les clients ont toujours eu une proximité très forte avec leurs conseillers. Et ça, il faut que les acteurs bancaires capitalisent dessus, par définition. Donc, il faut en même temps, effectivement, que je digitalise mes process, que je m'ouvre à des acteurs tiers. Il faut que ce conseiller soit le pivot, effectivement, en tout cas, soit un pivot, soit un des acteurs clés dans la manière d'organiser la relation avec la clientèle. Et moi, je crois que demain, c'est un des sujets sans doute un peu phares qu'auront les banques en termes de RH. Il faut avoir des profils sans doute en réseau, qui soient des gens qui ne soient plus forcément l'expert de l'assurance vie, l'expert du crédit conso, parce que finalement, j'ai envie de dire, les clients, ils en connaissent presque autant aujourd'hui que le conseiller lui-même, mais que ce soit des gens qui soient les experts de l'assemblage de solutions, et d'abord du bon diagnostic de la solution qui va bien pour vous, d'où tout l'intérêt de l'exploitation de la data, et la construction de cette solution avec les briques qui sont les miennes, mais les briques que je vais aller chercher chez d'autres acteurs également. Est-ce qu'en termes de mini-conclusion, ça va me servir de transition pour que Julien puisse rebondir sur le sujet, mais est-ce qu'on peut dire que la banque de demain, c'est un banquier physique à qui on donne accès à de la donnée et des outils vont permettre d'analyser, d'exploiter cette donnée, mais c'est le banquier qui va le restituer au client. Est-ce que ça te paraît pertinent comme conclusion, ça ? Moi, je partage ça totalement. Moi, je ne crois pas, par exemple, je ne crois pas beaucoup dans la relation bancaire, on va dire, d'un client en banque de détail, c'est-à-dire qui est un client qui a besoin d'être accompagné pour son projet immobilier, les études de ses enfants, ses successions. Je ne crois pas beaucoup à la machine sur laquelle on appuie sur le bouton, qui sort tout sur un Excel, et puis monsieur le client, voilà, faites ça. Ça, je ne crois pas. Je crois par contre que ce sont des outils d'aide à l'accompagnement de la clientèle très forte, pourvu que ce soit mis entre les mains du bon expert, ensuite capable, lui, justement, de construire la proposition de valeur qui va bien. Donc, effectivement, je pense qu'un des sens de l'histoire assez fort pour la banque de détail, c'est d'avoir des conseillers sans doute plus généralistes, sans doute plus orientés construction de solutions, d'expériences de vie, s'appuyant pour ça sur des outils et avec des clients qui acceptent de partager la data qui leur permet ce premier diagnostic effectivement qu'ils vont faire, qu'ils vont restituer et qui permettra d'arriver à la proposition de valeur. Ça, j'y crois beaucoup et j'y crois beaucoup plus. En fait, pour donner une image qui vaut ce qu'elle vaut, moi je la donne souvent parce qu'elle me parle. Je ne crois plus que si on parle d'une voiture, le banquier doit vendre des pièces détachées de voiture, un allume-cigare, un siège, des roues et un moteur. Non, il doit vendre une voiture assemblée. Et cet assemblage fait l'expérience. Et pour faire cette expérience, il faut effectivement mixer un certain nombre de données pour savoir si monsieur ou madame sera plus à l'aise avec une Peugeot, une Renault, un 4x4, un SUV ou je ne sais quoi. Mais ça, c'est de l'aide à la prise de décision et à l'accompagnement de la clientèle. Effectivement, je crois que c'est le sens de l'histoire. Ok. Merci Ronan. Et ben justement, c'est une très bonne transition parce qu'on parlait de l'usage qu'on peut faire des données bancaires. Et là, on va laisser la parole à Julien qui va nous présenter un des usages possibles justement
et très novateurs, qui sortent un petit peu des sentiers battus. Oui, ben merci de nous donner l'opportunité d'en parler, Antoine et Yannick. Je partage complètement en fait le constat que tu fais, Ronan, sur la banque et la manière en fait dans laquelle elle est contrainte de faire évoluer son modèle. Et donc nous, on surfe complètement maintenant depuis plusieurs années sur l'open banking parce que pour faire une petite rétrospective sur mon parcours, j'ai fondé il y a quelques années une société qui s'appelle Euxen et qui est en fait l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui un agrégateur de comptes et en fait qui a pour vocation de faire la portabilité de la donnée bancaire. Donc, cette portabilité de la donnée, elle ouvre des tas de perspectives et notamment la capacité de mettre des services à valeur ajoutée autour de cette donnée transactionnelle. Et actuellement, il y a un vrai contexte pour développer les usages autour de cette donnée transactionnelle du fait des restrictions et des contraintes renforcées, surtout tous les systèmes de tracking que l'on rencontre dans le digital, notamment avec les durcissements des règles de consentement avec le RGPD, les lois en fait des GAFAM, notamment sur l'exploitation de ce qu'on appelle les cookies tiers ou autres IDFA et outils de tracking, qui font que on se retrouve avec un écosystème digital, parce que je prends peut-être un peu plus large avant de rentrer dans la présentation, un écosystème digital au-delà des banques qui est en fait en pleine révolution, avec des contraintes de plus en plus fortes dans l'exploitation des données personnelles et pas que bancaires, et tout un écosystème qui s'est structuré autour de l'exploitation de la donnée qui était en fait à la base non pas aussi bien consenti qu'il va falloir le faire aujourd'hui, et un peu à l'insu du consommateur, et qui va devoir aujourd'hui trouver des alternatives, pour recueillir des consentements éclairés des consommateurs et donc leur proposer en contrepartie des contreparties pour qu'ils le fassent, et deux, utiliser d'autres typologies de données que des données en fait exclusivement web, et notamment qui reposent sur le cookie et le cookie tiers et les IDFA dans les environnements mobiles. Et notamment, c'est là où la banque a toute sa place, parce que la donnée transactionnelle, et notamment la donnée afférente à un compte bancaire, elle ne se limite pas à un comportement de navigation sur Internet ou sur un mobile, mais elle va aller jusqu'à un acte d'achat sur le web et en magasin. Et donc, elle va permettre, cette donnée bancaire, de définir un profil de consommateur beaucoup plus pointu et beaucoup plus précis que ce que pouvait faire un cookie jusqu'à présent. Donc, nous, quand on a constitué Gold Circle, on a voulu en fait créer une solution B2C qui allait en fait donner des raisons et donner des réponses en fait à la fois au marché des éditeurs, des banques, des annonceurs, en fait, que les banques sont une des catégories d'annonceurs en fait qui peuvent travailler avec nous, mais également aux consommateurs à qui on fait un contrat clair de tu consens à partager tes données, on gère la portabilité de ta donnée, on gère le fait de la valoriser auprès de l'écosystème et du marché, et en contrepartie de quoi on a un contrat clair avec toi pour rémunérer d'une manière ou d'une autre avec des récompenses cette donnée. Ces récompenses peuvent être financières, elles peuvent être expérientielles et autres. Donc je vais poursuivre sur la présentation. On a donc, nous, voulu créer une application qui s'appelle Gold Circle. Et cette application, elle tend à connecter à la fois les marques et les consommateurs dans une relation plus directe. Et donc, comment ça fonctionne? On a donc un outil qui est mis à disposition du consommateur, dans lequel il va pouvoir faire la portabilité de ses données, bancaires notamment, mais pas que. Et en contrepartie de cette portabilité de ces données, nous, on va pouvoir lui apporter des conseils pour pouvoir consommer plus en adéquation avec les objectifs que le consommateur s'est fixé. C'est ce qu'évoquait Ronan tout à l'heure, un peu plus tôt dans la présentation. Le consommateur, il a repris le pouvoir d'une manière ou d'une autre sur sa consommation, notamment sur sa consommation de produits bancaires, mais il a repris le pouvoir sur sa consommation au sens large, et il a maintenant en tout cas un desiderata de vouloir consommer comme lui l'a décidé. Et nous, en fait, on a voulu créer un outil qui lui permette, sur fond de ces données, de pouvoir décider comment consommer et être éclairé dans sa manière de consommer. Et donc ça, c'est dans un système où donc le consommateur fait la portabilité de ses données,
Il y a des annonceurs qui font partie de l'écosystème parce que ce n'est pas un système fermé, c'est un système ouvert. Donc, il y a des annonceurs et des marques qui font partie de l'écosystème et qui vont donner des avantages exclusifs et des récompenses aux consommateurs pour que celui-ci, en fait, accepte que ces données soient exploitées et valorisées, en fait, pour son propre bénéfice. Et donc, on crée comme ça un cercle vertueux entre un consommateur qui consent à ce qu'on utilise sa data de manière sécurisée, de manière, entre guillemets, anonymisée et dans le respect strict du RGPD pour la donnée au sens large et de la DSP2 pour la donnée bancaire en particulier. Et de l'autre côté, on donne la possibilité à l'écosystème à la fois médias et marques de bénéficier de cette donnée transactionnelle pour pouvoir recommencer à faire de la segmentation poussée, pour pouvoir définir des personae, des scores d'appétence à des produits et services, et pouvoir recommencer à travailler sa performance commerciale avec une nouvelle source de données qui est la donnée transactionnelle. Je vais poursuivre la présentation. Donc, comment ça fonctionne? Je vais passer succinctement sur l'application parce que ce n'est pas l'objet de la discussion du jour, mais on a donc, nous, créé une suite de récompenses qu'on va pouvoir proposer à nos consommateurs pour qu'ils fassent la portabilité de leurs données dans le système. Et donc, ça va être de la promotion, mais pas que. On va pouvoir compenser un consommateur avec des expériences d'achat en exclusivité, des avant-premières, des expériences inédites, notamment à travers des jeux concours de grandes marques. Et donc, à travers ce type de service, on va proposer au consommateur de rewarder la portabilité de sa donnée. Et donc, lui donner une raison au consentement. Et donc, ça nous donne un parcours client qui, progressivement, on va faire plusieurs recueils de consentement. Un premier recueil qui est, je dirais, classique, dans lequel l'utilisateur va s'inscrire au service et donc va partager des données de type sociodémo classique que tous les acteurs ont l'habitude de traiter. Et puis, progressivement, en le rewardant, on va l'incentiver à faire la portabilité des SP2 de ces données bancaires. Et donc là, on va être en mesure, nous, de cibler et d'affiner le profil du consommateur. Et dans un temps encore après, avec cette portabilité bancaire, et là, je vais parler en fait du RGPD, hein, de l'article 12 du RGPD en fait qui parle de portabilité. À l'instar des banques qui ont été contraintes, comme le disait Ronan, de s'ouvrir avec toutes les directives, notamment la DSP2 sur la portabilité, le RGPD impose à toutes les entreprises une portabilité. Et quand je parle de toutes les entreprises, je parle du retail, des e-commerçants, de la GSA, de toutes les enseignes. Les données qu'ils exploitent pour leurs clients ne leur appartiennent pas. Elles appartiennent au client et le client peut en faire la portabilité s'il en fait la demande. Et donc, nous, on a mis en place des technologies qui permettent de faire cette portabilité-là pour le consommateur. Et donc, en définitive, de pouvoir bénéficier pour le consommateur d'avantages encore plus forts parce qu'ils sont financés non plus par le distributeur, mais par la marque qui a de plus grandes marges. Et donc, c'est plus d'avantages et plus de rewards pour le consommateur. Et pour l'écosystème, à la fois marque et pour l'écosystème de médias partenaires que l'on a, c'est comment dirais-je, une connaissance plus affinée du consommateur et du panel de consommateurs qu'on exploite. Ensuite, avec toute la capacité qu'on aura à faire de l'extension d'audience sur les différents personas que l'on exploite. Et donc, pour synthétiser, on a un premier volet de données qui nous permet de savoir qui est le consommateur. Un deuxième, la donnée transactionnelle qui nous permet de savoir quelles sont ses habitudes d'achat, les lieux dans lesquels il achète et pour quel montant et à quelle fréquence. Et grâce à cette donnée-là, on va être en mesure de manière en fait bien précise d'aller chercher ces tickets de caisse, parce que le compte bancaire, en fait, c'est le pont entre une transaction bancaire, on ne sait pas ce qu'il y a dans le panier, mais c'est l'information qu'il y a eu un achat chez un Amazon, par exemple. Et avec cette information-là, on va pouvoir aller chercher l'achat Amazon et récupérer le contenu de la transaction Amazon et donc avoir un relevé de compte bancaire, entre guillemets, de compte des transactions augmenté. Et donc ça, c'est une source de données extrêmement importante pour faire de la qualification de clients, pour faire du scoring et au service, en fait, à la fois du consommateur qui va bénéficier de cette valeur, de sa propre valeur de ces données, mais à la fois à l'écosystème des marques et des médias partenaires. Et si je prends l'exemple de marque, je prends l'exemple d'une banque. Une banque aujourd'hui, je refais la transition sur en quoi ça peut apporter en fait à la banque. Hein. Et Ronan, n'hésite pas à m'interrompre si tu ne partages pas. Mais la banque, jusqu'à présent, elle a de la donnée transactionnelle. Enfin, depuis qu'une banque est banque, elle exploite de la donnée bancaire, mais elle l'exploite sous un type de consentement qui ne lui permet pas aujourd'hui de la valoriser pour un client autrement que pour faire du produit bancaire.
Et donc, l'open banking va permettre quoi? Va permettre, même pour une banque, de s'adosser à des partenaires comme nous ou d'autres pour aller recueillir d'autres types de consentements sur ses propres clients ou d'autres prospects, qui va lui permettre, en fait, sur le fond des données bancaires qui ont fait l'objet d'une portabilité et d'un consentement sur ce type d'usage, de proposer des produits et services autres que ce qui était classiquement fait par la banque. Et donc, pour des produits financiers, des produits d'assurance. Et donc, la banque va pouvoir exploiter cette donnée transactionnelle pour autre chose que du scoring de risque, pour faire court. Voilà, je te laisse, Antoine. Oui, moi j'ai trouvé ça extrêmement complémentaire à ce qu'a pu dire Ronan il y a quelques minutes. Ronan nous parlait justement de ces fintechs, ces jeunes acteurs qui arrivaient sur le marché et qui arrivaient sur une brique du métier de banquier traditionnel. Là, ce qui me plaît beaucoup, moi, avec l'expérience Gold Circle, c'est que, en effet, on passe vraiment par de la donnée transactionnelle qui, jusqu'à présent, était quand même essentiellement utilisée par les banques pour des usages qui n'ont rien à voir avec celui du métier de banquier. Là, on peut voir qu'en fait, c'est vraiment la donnée de consommation qui va être utilisée pour proposer des réductions, faire une consommation plus engagée. Moi, je trouve ça assez formidable. J'aimerais ton avis dessus, Ronan. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Effectivement, je pense que je crois que c'est Bill Gates qui disait, alors je fais la version française, on n'a pas besoin de banquier, on a besoin de faire de la banque. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la banque dans l'usage, ou la banque immergée, on appelle ça comme on veut, c'est sans doute un des éléments clés de l'avenir. Et c'est un peu ce que Julien nous évoquait là, c'est-à-dire finalement, le côté bancaire n'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est quel usage je peux en faire dans mes parcours de vie à moi, en l'occurrence, pour ce qui est de ma consommation. Et on voit bien que tout doucement, ceux qui vont émerger potentiellement sur les acteurs qui sont sur la couche haute de valeur, donc ceux qui agrègent les données bancaires, qui sont capables de les restituer et de les travailler pour faire une proposition de valeur qui est dans la consommation, qui est, je sais pas, dans les voyages, qui est dans, bon, peu importe, et que potentiellement ou possiblement, un certain nombre d'attributs que l'on donnait très fortement à la banque, qui étaient très forts jusqu'à encore très peu de temps, le compte bancaire, la carte bancaire, qui est sans doute d'ailleurs le symbole le plus fort de tout ça, ce sont des choses qui apparaissent pour moi comme étant la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que c'est vraiment noyé dans l'usage de plus en plus. Donc je crois effectivement que c'est une tendance de fond. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on dit que le banquier doit devenir, y compris celui qui est conseiller, l'agrégateur d'un certain nombre de données, ou de telle sorte qu'il construit une proposition de valeur, on est bien en train de dire ça. On est en train de dire finalement, la banque au sens, les outils bancaires ne sont qu'une partie de ce que je dois être capable de proposer à mon client. Et finalement, si effectivement des outils comme Gold Circle sont capables d'agréger de la donnée bancaire, mais sans qu'on ne sache même plus qu'on est dans un environnement bancaire, pourquoi pas? Moi, tu sais, je dis souvent, Julien en parlait tout à l'heure quand tu évoquais le fait que tu aies lancé effectivement ce PFM, un agrégateur bancaire. Effectivement, les agrégateurs bancaires sont sans doute quelque part dans leur version poussée à l'extrême, c'est-à-dire d'utilisation de la data comme avec Gold Circle pour le bien des clients, sur la version du style que j'évoquais tout à l'heure, à savoir, j'ai la banque qui est un socle au sens technique, mais ce qui se passe en termes de création de valeur est au-dessus. Et au-dessus au sens comment je capte la data, comment je capte des services, comment je les agrège avec autre chose et comment je restitue ça à mon client. Donc effectivement, ça peut paraître, je le dis, y compris pour moi qui aime beaucoup travailler dans la banque, comme étant un peu, si ce n'est effrayant, en tout cas une vraie révolution, de se dire que oui, la banque en tant que telle, ce n'est pas une fin en soi, c'est au service d'usage qu'on va construire à partir de nouvelles solutions. Mais la réalité, c'est quand même ça. Et comme je dis souvent, en rigolant également, personne n'a jamais rêvé de faire un crédit immobilier. Il y a des gens qui rêvent effectivement de s'acheter une maison, un appartement, autre chose. Et pour ça, il faut un crédit. Mais pas que. Il faut également une agence immobilière, il faut un notaire, il faut peut-être un déménageur, il faut peut-être un décorateur, etc., etc. Et c'est cette proposition de valeur-là qui compte sans doute encore plus demain qu'aujourd'hui. Et c'est grâce à ça, effectivement, qu'on va réinventer pour une partie ou réenchanter pour une partie la banque demain. Et de ton côté, toi, Julien, qu'est-ce que tu as pu constater sur le marché au niveau c'est-à-dire quelle est la typologie d'entreprise qui peut être intéressée par ces données sociaux, transactionnelles? Alors, en fait, nous, on portait une vision chez nous depuis longtemps. C'était que la banque, elle avait une position stratégique, historiquement, par rapport à l'évolution du marché, parce que le marché tend vers l'exploitation massive de la data. On voit les acteurs comme les GAFAM qui ont créé des empires
sur fond de data et d'exploitation des data qu'ils ont collectées. Et on voit que la prochaine étape ou le prochain, on va dire le prochain territoire qu'ils essayent de conquérir, c'est le territoire des paiements. Et ils investissent massivement là-dedans. Donc, pourquoi ils le font alors qu'à la base, ce sont des acteurs je dirais de l'adtech et de la martech? Ils le font parce qu'ils savent que cette donnée transactionnelle est un asset stratégique dans la qualification du client, premièrement, et deuxièmement, dans le tracking d'une vente. Ça permet à la fois de faire de la qualification et de définir en fait qui sera le bon prospect au bon moment et avec la bonne offre. Et deuxièmement, ça pourra valider et certifier une transaction, un compte bancaire et un paiement. La banque détient déjà ça. Et donc, paradoxalement, elle devrait être en lead sur ces sujets-là. Et elle détient un deuxième élément clé par rapport au GAFAM, c'est la confiance. Parce que, comme tu l'évoquais plus tôt dans la présentation, même si on ne l'aime pas, son banquier, on a confiance en lui. On sait que c'est sécurisé. Et cette confiance-là, c'est un capital que peu d'acteurs en fait peuvent se targuer dont peu d'acteurs peuvent se targuer de bénéficier. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que la donnée transactionnelle, elle ne doit pas rester cloisonnée dans la banque. Et c'est ce qu'on a tendu à faire dans notre solution, qui est plus qu'une app, hein. Nous, on a créé un écosystème digital dans lequel on a une app qui est un bout de funnel. Au-dessus de ça, on a intégré une brique web dans laquelle on intègre des partenaires médias et des réseaux sociaux. Et on essaie de faire en sorte que la donnée bancaire qui est qui est un liant de tout ça, permette de qualifier un client, de pouvoir se substituer à un cookie tiers qui, lui, va vivre uniquement dans les environnements, enfin un cookie pour faire large, hein. Je caricature avec le cookie, sachant qu'il y a plusieurs manières de faire, mais des technologies type cookie pour traquer des clients, on va pouvoir se servir de données type transactionnelles. Donc, ça va intéresser, pour répondre à ta question, les médias qui ont besoin de qualifier leurs audiences pour pouvoir leur adresser les bonnes publicités et monétiser leurs inventaires. Et ça va intéresser quoi qui en deuxième lieu? Les annonceurs qui ont besoin de faire de la performance commerciale, qui ont été éduqués par les GAFAM à des outils de data puissants dans tous les environnements digitaux. Mais le digital, aujourd'hui, c'est que 10% de la consommation VS 90% qui se fait encore en physique. Et la donnée transactionnelle, c'est le bridge vers le physique. Et c'est le bridge vers l'unification du digital et du physique. Et d'autant plus dans une période où le digital est fortement attaqué, parce que les contraintes que vous connaissez sur le recueil du consentement et sur les outils qui sont attaqués, qui permettaient à tout l'écosystème de traquer les consommateurs et de certifier les transactions. Donc, notre conviction, c'est on a essayé de placer un système ouvert dans lequel le consommateur peut faire la portabilité de données transactionnelles avec des types de consentement qui autorisent ce type d'exploitation de données. Et on a voulu faire en sorte que des partenaires médias puissent être partenaires, par exemple, d'avoir des versions marque grise de notre Gold Circle pour un grand média français ou européen, qui va du coup, lui, proposer un reward à son audience pour qu'il se log et du coup avoir de la donnée first party et nous lui compléter cette donnée first party avec de la second. Ça va être de pouvoir traiter avec des banquiers qui vont pouvoir être nos partenaires, utiliser des marques blanches de nos applicatifs ou des briques de nos services dans leurs environnements, dans leur parcours client, pour pouvoir utiliser cette data-là et faire de l'acquisition de nouveaux prospects ou de l'optimisation de l'upsell sur leurs clients existants. Et ça peut être des annonceurs complètement autres, qui n'ont jamais eu accès à ce type de données, qui étaient derrière même les données du retail. Je fais notamment référence à toutes les marques de FMCG à qui on parle aujourd'hui et qui disent, grâce à cette donnée bancaire, en fait, je reprends la main sur le retailer qui, en fait, pendant plus de 50 ans, a vampirisé toutes les données et la relation client. Avec des relations directes comme ça et sur fond de données transactionnelles, on peut savoir, quand on est par exemple un L'Oréal, que mon client il va consommer du L'Oréal plutôt chez Carrefour ou chez Auchan. Et ça, c'est des éléments clés et c'est rendre la main avec ce type de données à des marques sur les entreprises qui les distribuent. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez exhaustif sur l'intérêt de cette donnée. Il y en a encore, c'est illimité en fait, une possibilité de développement. Merci Julien. Moi j'ai une question. Alors après, on va répondre à la question d'Adrien peut-être, mais une question pour Ronan. À quel prix est-ce que les banques savent à quel prix elles peuvent vendre cette donnée ou donner accès à cette donnée demain si une marque a besoin de cette donnée bancaire? Étant donné qu'elles en sont propriétaires, est-ce qu'elles savent la vendre ou la louer, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a des gens qui savent mieux faire? Écoute, moi, je vais plutôt te donner une conviction personnelle. Moi, je pense qu'il faut savoir sans doute, et ça rejoint un peu la question d'Adrien d'ailleurs,
monétiser au sens court terme du terme un certain nombre de data pour être capable de passer à l'étape d'après. Mais je pense que le vrai sens de l'histoire, c'est pas tellement que les banques monétisent au sens unitaire leurs data, c'est plutôt qu'elles essaient de s'imbriquer dans les environnements dans lesquels la data va être utilisée. Moi, je crois plutôt à ça. Je ne dis pas, encore une fois, la question d'Adrien, c'est celle-là. D'ailleurs, est-ce qu'il ne faut pas des rewards pour que la data client soit partagée? Parfois, il faut des accélérateurs, effectivement, pour que les gens acceptent de faire des choses. Et je pense notamment, quand on faisait les primes sur l'assurance vie ou ce genre de choses, pour que les gens ouvrent un compte titre, bon, ça aide à accélérer la dynamique. Moi, j'en ai eu hier encore sur ma banque, une offre. Je n'ai pas accepté, mais typiquement, voilà, ça fait partie des choses. Il faut incentiver, enfin, il faut encourager, pardon, en français. Voilà, mais à moyen long terme, je pense qu'en tout cas, sur le sujet précis de la data, de son exploitation, de ce qu'on peut faire en termes de proposition de valeur, je pense qu'il y a plus à gagner pour les acteurs bancaires à être partie prenante, finalement, avec des acteurs qui vont construire ces propositions de valeur, plutôt qu'être un simple pourvoyeur de data qu'ils vont monétiser. Parce que si on fait ça, on va revenir à quelque chose. En tout cas, là, je prends la position du banquier. Je ne prends pas la position des nouveaux acteurs qui pourraient, eux, en bénéficier. Mais si on fait ça, il va se passer quoi? Il va se passer que des banquiers vont devenir des gens qui vont faire de la tenue de compte bancaire. Bon, c'est franchement pas le plus sexy. Vont fournir des cartes bancaires, vont gérer les encours de crédit. En revanche, tout ce qui va se passer au-dessus, c'est tout ce que je peux construire comme proposition de valeur avec tous les datas que j'aurais exploitées compte tenu de ces positions clients que j'aurais. Je n'en ferai rien pour moi, à part la monétiser de manière unitaire. Moi, je crois que c'est un modèle qui peut-être peut exister, mais pour moi, il n'est pas le sens du modèle d'un acteur bancaire qui veut jouer son rôle de commerçant. Et celui qui veut jouer son rôle de commerçant, il a plutôt intérêt à créer, à mon sens, à créer des alliances avec des acteurs qui sont nouveaux, qui créent des nouveaux cas d'usage, qui créent de nouvelles expériences et à chercher à avoir une partie de cette valeur-là, plutôt qu'avoir la partie de la valeur consistant à vendre la matière première. C'est bon, c'est une conviction. Je ne suis pas en train de dire que j'ai raison. C'est une conviction. Moi, je pense que c'est là qu'il faut aller chercher la valeur demain. Je partage ton avis, Ronan, c'est que si tu perds la relation client, tu as perdu le match, en fait. Donc, si c'est pour faire le fournisseur de gens qui vont faire la relation client à la place de la banque, elle a tout perdu. Elle va rentrer dans une guerre des prix à la production du service et c'est fini, quoi. Alors que là, ce qu'elle a, et son asset principal, c'est sa relation client. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Et ça a marché chez vous, Ronan? C'est une question très très bête et très très simple. Ça a marché chez Arkea? Ou ça marche? Je pense que chez Arkea, je pense que ce qu'Arkea fait très bien, je pense, toujours très bien, c'est que c'est un groupe qui a compris. D'abord, c'est un groupe qui historiquement n'avait pas eu beaucoup d'autres choix. C'est presque dans son ADN que s'ouvrir pour exister. Pourquoi? Bon, je fais court. Quand on est un groupe qui est né en Bretagne avec des Crédit Mutuel de Bretagne, qui est un gros asset, mais qu'on doit vouloir grandir ailleurs, et bien, si on n'est pas ouvert étant géographiquement, mais également sur des partenaires, on n'y arrive pas. Donc, dans le mindset de ce groupe, il y a l'idée de dire on peut s'ouvrir sur l'extérieur et faire des partenariats. Donc ça fait partie de son état d'esprit. À partir de là, il y a des choses qui ont commencé à être construites. Quand on acquiert Litchi, et qu'on construit une proposition de valeur pour nos clients, grands retailers, e-retailers, pour leur proposer à la fois une plateforme d'achat de TPE, qu'on appelle ça, en ligne, et en même temps une marketplace pour être capable justement des solutions de paiement sur marketplace avec MangoPay pour être capable de se développer, c'est déjà ça qu'on est en train de construire. Quand on construit une offre jeune, effectivement, Pumpkin en carte bancaire, c'est exactement la même logique. Donc je pense que loin de moi l'idée de dire que c'est abouti, mais en tout cas chez Arkea, il y a l'état d'esprit et les briques qui ont été construites dans cette logique-là. Dans cette logique de dire, je ne veux pas juste être celui qui te vend ma donnée, mais je veux être celui qui va contribuer à construire une expérience nouvelle et je veux bénéficier d'une partie de cette valeur-là, dans un échange bien senti. Voilà. Donc ça, c'est ce que je crois, on n'a pas trop mal fait et je crois que pour moi, c'est une tendance de fond qu'il ne faut pas perdre en tout cas. On a pu voir que les banques, d'une manière générale, avaient investi massivement quand même dans des fintechs depuis quelques années. Il y a quand même des prises de participation parfois très majoritaires, voire des rachats. Tu citais Litchi par exemple, mais comme n'importe quel autre groupe bancaire a investi dans des fintechs. On reste encore là sur des métiers liés à celui de banquier. Est-ce qu'on peut imaginer que dans un futur, proche ou moins proche, les banques investissent dans des métiers qui n'ont rien à voir avec le métier de banquier? Oui, alors tu sais, il y a eu quelques expériences par le passé plus ou moins heureuses dans le réseau d'agences automobiles, etc. Bon, il y a eu pas mal de choses. D'ailleurs, il montre bien, et ce n'est pas une critique ce que je fais, parce que c'est toujours facile de dire que ça a marché, pas marché, mais ce qui montre bien qu'avec cette intuition, qu'il fallait sans doute aller au-delà de la proposition de valeur bancaire. Donc oui, je pense que c'est possible. D'ailleurs, je vous amène à regarder un acteur qui n'est pas dans la banque, mais dans l'assurance, qui s'appelle April,
qui a pris une position avec Eloa, si vous connaissez, Eloa, qui est un agrégateur finalement pour faire court la proposition de valeur sur la partie immobilière. Bah, typiquement, c'est exactement ça. C'est pas son métier de base. Par contre, il comprend qu'en étant sur cette colonne vertébrale de l'acte d'achat immobilier, lui qui est un courtier en assurance, il peut capter d'autres valeurs. Il peut apporter de la valeur et en capter d'autres. Parce que finalement, c'est ça qui fera. Donc, je pense effectivement, pour répondre à ta question, que si demain, sur un parcours de vie, je suis capable de trouver plusieurs portes d'entrée sur lesquelles je suis soit légitime pour apporter ma base client, soit je suis légitime pour effectivement apporter de la base client à celui avec qui je vais travailler, alors oui, il y a des choses à faire. Je pense que c'est effectivement un change de l'histoire. Yannick a partagé d'ailleurs le sujet. Mais une question, Ronan, si tu permets, pour rebondir sur la question qui vient d'être posée. Est-ce que tu ne penses pas qu'au moment où l'initiative FinTech elle a été rachetée par la banque, elle ne rentre pas dans les méandres de la compliance de la banque qui vient de la racheter et ça lui coupe sa capacité d'innovation et de développement? C'est une excellente question, Julien, effectivement. Donc, écoute, moi quand j'avais un de mes bras droits qui travaillait avec moi, qui disait toujours, et il avait raison, il dit quand on acquiert une FinTech, par exemple, prenons cet cas, il ne faut pas l'intégrer, il faut la raccorder. Et la sémantique vaut quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le risque de l'intégration, c'est au-delà de la compliance, c'est le risque de casser la mécanique de croissance d'une belle boîte qu'on a pu acquérir, en l'occurrence plutôt cher d'ailleurs. Donc moi, je disais toujours, le jour où on fait une acquisition d'une FinTech, la première chose à faire, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire de ne pas commencer à casser les jouets en commençant à bidouiller à droite, à gauche, en faisant ce qu'un grand groupe a toujours envie de faire, c'est-à-dire de coller tous ses standards, et pas seulement compliance, sur cet objet qu'il a potentiellement payé cher, le banquier, et qui vaut déjà sa propre valeur stand-alone. Donc, première chose, ne rien faire. Et deuxième chose, effectivement, nous, chez Arkéage, on avait commencé à travailler ça, et je pense que le travail n'est pas encore abouti, c'est d'être capable, tout en étant, parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi, la banque, c'est une activité très réglementée. Donc, à part le médical, peut-être que je ne sais pas s'il y a plus réglementé que ça, mais en tout cas, c'est très réglementé. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut être capable d'adapter sans doute la manière dont on gère sa compliance en fonction des objets qu'on peut avoir. Dit autrement, un acteur bancaire qui est soumis à tout un tas de régulations, il ne faut pas qu'il plaque sur toutes ces entités la réglementation que la maison mère subit, il faut qu'il l'adapte dans la manière de la mettre en route finalement ou de l'appliquer à des entités qui sinon vont mourir étouffées. Parce que si tu donnes à un acteur qui a 40 collaborateurs, qui a une traction de 30 ou 40% de croissance par an, voire plus, les mêmes règles ou les mêmes chaussures, on va dire, de plomb que celles qui sont sur un acteur bancaire qui, lui, court plutôt en marathon, ça va pas marcher. Donc, c'est pour ça. Très important. C'est pas simple. Le modèle est compliqué, hein, à la fois pour la FinTech qui se fait racheter et à la fois pour la banque qui rachète la FinTech. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas plus de banques rentrer fortement au capital pour continuer à pousser la croissance de ces entreprises, à pas forcément essayer de les intégrer, mais à essayer de nouer des contrats de partenariat avec les entreprises dans lesquelles elles ont fait. Mais j'ai l'impression qu'au moment où elle est rentrée dans la banque, ça devient très, très compliqué à gérer après. En fait, de mon expérience, effectivement, c'est un travail de tous les jours. De lutter, dans le bon sens du terme, contre, quelque part, la tentation quasi naturelle et imposée par la réglementation également, de tout passer au même moule, avec le risque, effectivement, encore une fois, d'écraser un objet qui n'est pas fait pour ça, qui ne peut pas assumer ça. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Quant à la question que tu poses sur pourquoi il n'y a pas plus de partenariats, etc., je pense que ça change. Ça change pourquoi parce qu'en fait, à une époque, en tout cas, moi je ne vais pas citer de nom, mais j'ai été témoin de certaines choses qui me laissaient un peu circonspect, on va dire. L'enjeu qui consistait à nouer un partenariat avec un acteur nouveau existant était à T0 si faible par rapport au volume de chiffre d'affaires généré par la banque par ailleurs, que les gens se disaient ça ne vaut pas le coup de se baisser. Et pourquoi ? Parce qu'ils oubliaient deux choses. Il ne faut jamais confondre la vitesse de croisière et l'accélération. Donc on parle de vitesse de croisière qui est bonne comme ça, mais une accélération qui est faible, avec un acteur qui a une vitesse de croisière plus faible, mais qui a une accélération qui est comme ça. Et je pense que ça change. Et ça change tout doucement, et on voit des choses qui arrivent. Mais tu as raison, hein. Moi, j'ai souvenir d'une boîte à qui on avait voulu faire des choses qui à la fin, nous avait dit en marque blanche, sur la banque, en ligne, nous avait dit, mais non, vous me parlez de 100 millions d'euros de PNB à 2 ans, ce qui est déjà beaucoup, hein, et moi, je fais 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille m'occuper d'un truc pareil ? Et effectivement, ça a changé depuis. Je pense que maintenant, les gens comprennent que vitesse de croisière et accélération, c'est deux notions différentes. Et l'accélération, en ce moment, sur ces métiers, elle est très, très forte. Ok. En tout cas, merci. Ça, c'était très précis.
Mais du coup, c'est un petit peu le rôle de la banque. On va pas dire que c'est un institutionnel sur le paysage français, mais ça fait partie quand même des acteurs qui sont établis et qui ont une stabilité quand même. C'est un petit peu le rôle des banques quand même d'essayer d'avoir une capacité à innover sur ces sujets-là. Parce qu'en plus, ça fait partie des entreprises qui en ont les moyens en France. Ça, c'est quand même un asset qui est très, très fort. C'est cette capacité à essayer des choses. Le petit point de divergence que j'ai par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Ronan, c'était une banque qui s'était ratée, je crois, sur l'expérience automobile, il me semble. Certes, ils se sont ratés, mais ça fait quand même partie. C'est pas un échec à 100%, même si. Non, bien sûr. C'est pour ça que tu as raison. C'est pour ça que j'ai relativisé en disant c'est facile de critiquer après, mais celui qui essaie. Pour ne pas faire d'erreur, il faut rien essayer. Hein. Ça c'est simple, mais par contre, on ne fait pas grand-chose non plus. Donc, effectivement, dans mon esprit, ce n'était pas une critique. Je pense qu'il faut multiplier ce genre d'initiatives. Tu as raison de dire que les acteurs bancaires ont un rôle important à jouer, mais j'ai envie de dire, si on se place du côté du consommateur, soyons rassurés. Pourquoi ? Parce que de deux choses l'une. Où les acteurs installés bancaires aujourd'hui joueront ce jeu et iront résolument dans la voie effectivement de ce qu'on appelle l'open banking, le consentement, la proposition de valeur construite. Et tant mieux. Et dans ce cas-là, ça donnera lieu à des choses qui ne le font pas. Et s'ils ne le font pas, je ne suis pas la prédiction, mais voilà ce que je pense qui va arriver. On trouvera des acteurs qui géreront encore une fois du compte bancaire, des encours de crédit, quelque part des gros volumes, et qui auront perdu la relation client. Et par contre, j'ai aucun doute sur le fait qu'il y a des gens qui sauront très bien le faire, cette relation client. De toute façon, vu du consommateur, il va se passer des choses demain qui, de toute façon, ne sont que du bénéfice pour lui. Parce que soit les acteurs bancaires, et je le souhaite, bien entendu, prennent part fortement à ce qui va se passer ou ce qui se passe, et dans ce cas-là, tout le monde est gagnant, soit ils refusent d'y aller et ils restent sur une position qui est la position plutôt historique de leur métier. Je suis le fournisseur d'une solution robuste, techniquement fiable, sécurisée, compliance, etc., bancaire, et je laisse le reste étant la relation au client, à d'autres acteurs qui vont le faire, non pas à ma place, et qui vont le faire parce que moi, je ne le ferai plus comme les clients l'attendent. Donc, dans les deux cas, le client est gagnant. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle du jour, je pense. Et donc, il y a de l'avenir pour les solutions nouvelles qui émergent. Dans un des cas, et ce n'est pas ce que je souhaite, on va retrouver les acteurs bancaires revenus à une position, on va dire, de B2B pur. Si je faisais un parallèle pour ceux qui connaissent bien ça, revenus à un rôle, et ce n'est pas méchant, ce que je dis, de métier de dépositaire. Je suis dépositaire d'encours chez moi, mais par contre, je ne touche plus le client final parce que c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. C'est ça. Moi, j'ai souvent utilisé ce mot-là comme la banque a été dépositaire de l'argent de ses clients et elle est maintenant aujourd'hui dépositaire de son profil de consommateur et de sa donnée personnelle. Et soit elle se contente d'être dépositaire et comme on l'a entendu souvent, on nous l'a rétorqué en banque, c'est pas chez toi, hein, Ronan. Mais c'est un coffre-fort et aucune donnée ne sortira de ce coffre-fort. Il avait oublié qu'il y avait la DSP2, l'interlocuteur, mais c'est pas grave. Finalement, en fait, soit la banque elle décide d'être juste un dépositaire des données, parce que la valeur elle est plus trop dans l'argent, mais dans la donnée afférente à l'argent qui soit elle décide de devenir actrice et de participer non pas toute seule dans son coin à ces initiatives, mais de rentrer dans des écosystèmes plus larges, des écosystèmes qui ont besoin de se fédérer pour lutter contre des acteurs américains du digital. Voilà. Je me permets de lire une question de Sébastien, qui est assez longue. Je vais essayer de faire vite parce que je pense que ça va être la seule. On arrive à la fin de notre session. Sébastien dit, vous avez parlé un peu plus tôt de la rentabilité, pas chercher la rentabilité à court terme. Donc, il faut savoir investir dans, par exemple, le partage de données, une logique ouverte de la donnée. Mais on voit, par exemple, au UK, en Angleterre, avec Sterling Bank, que pour le moment, le BP est compliqué, même à moyen terme. Peut-être que c'est quelque chose auquel vous faisiez face aussi chez Arkea. Ronan, quels sont pour vous, alors vous deux du coup je pense, à moins que Sébastien vous voit, ce qui me paraît logique, les leviers pour générer des revenus d'open banking pour les banques, pour concilier long terme, la vision, c'est bien beau tout ça, hein, mais peut-être ce que veut l'actionnaire ou ce que veulent ce avec quoi la banque a besoin de vivre. Moi, je suis peut-être, de mon point de vue en tout cas, c'est vrai que parfois la rentabilité instantanée ou immédiate ou rapide en tout cas de ce qu'on peut faire quand on rentre dans cette voie-là, elle n'est pas forcément évidente à pricer ou à mettre dans un BP. Par contre, il y a une conviction que moi j'ai, c'est qu'en fait, si je fonctionne sur ce modèle ouvert, en mode collaboratif, là, comme on en parlait tout à l'heure, avec des acteurs nouveaux qui arrivent, je crée un cercle vertueux de manière indéniable. C'est-à-dire, je vais à la fois m'ouvrir sur d'autres types de services, je vais partager de la base client et de la donnée client de manière beaucoup plus globale. C'est parce qu'on peut imaginer bien sûr qu'il y a plusieurs acteurs qui se fédèrent. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça crée effectivement une espèce de boule de neige positive, au moins à moyen terme.
Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je suis en train de dire quelque chose qui pour moi est une évidence, c'est que tout ne se met pas dans un tableur Excel. Il y a des choses qui relèvent parfois de la stratégie, de l'intuition qu'on peut avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, je ne crois pas qu'on soit que quelques-uns à prêcher pour ça, il est évident que l'idée de l'ouverture, l'idée de partenariat, l'idée de quelque part de faire grossir cette boule de neige au sens la base client qu'on traite mieux et qu'on partage, etc., c'est quelque chose qui, à mon avis, qui va être très créateur de valeur. Après, c'est très compliqué au moment où on en a encore, pas au balbutiement, il ne faut pas exagérer, mais au tout début, c'est très compliqué de dire, mais ça donne quoi exactement? Alors nous, bien sûr, quand on travaillait sur des cas d'usage, on a essayé de le faire. On l'a fait avec quelques acteurs. On les fait tromper de temps en temps, c'est vrai. Mais quand on y arrivait, c'était bien au-delà de ce qu'on imaginait et on n'avait pas réussi à faire le tableur qu'elle a avec. Donc, on est, là, aujourd'hui, on est quand même à la croisée des chemins. Et cette croisée des chemins, elle est, par définition, quand on n'est pas en train de prédire ce qui va se passer, on est en train de l'inventer. Et la différence entre la prédiction et inventer ce qu'on va faire, c'est que la prédiction, ça se modélise plutôt pas mal. Inventer ce qu'on va faire, c'est encore au stade de l'idéation, comme on dit. Donc tout est compliqué à mettre dans le tableur Excel, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais si on a l'intuition ou la conviction, c'est mon cas, que le sens de l'histoire, c'est tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas trop tarder, effectivement, à mettre un pied devant l'autre. Parce que sinon, il y en a d'autres qui vont le faire avant. Et le jour où on sera capable de faire un tableur Excel, ce sera trop tard, parce qu'on sera en train de mesurer l'histoire et pas de faire, pas de prédire ou pas de construire le futur. Est-ce que vous voulez tous les trois conclure par un petit mot de la fin pour que les gens retiennent ce qui vous semble le plus important de ce qu'on a dit et peut-être voilà, à vous dans l'ordre. Je vous laisse, enfin dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre. On commence par Julien vu que Ronan vient de parler, puis Julien, puis Ronan, puis Antoine, et puis je vous laisserai et puis voilà, et puis on terminera cette session. Très bien, écoute, ça fait la transition sur ce que vient de dire Ronan. C'est très, je partage complètement l'analyse. Il y a un mouvement qui s'est mis en marche d'ouverture, en tout cas, forcé par la loi, par les gouvernements. Soit les banques rentrent dans cette dynamique de manière proactive et elles vont bénéficier quelque part de la valeur de ce nouveau marché qui s'ouvre. Soit elles ne le font pas, et à ce moment-là, il faudra pas s'étonner à ce qu'elles perdent leur relation client. Mais si, dans tous les cas, les données qu'elles traitent, elles se sont libéralisées, elles se sont libérées, et elles vont vivre dans des écosystèmes plus larges qui vont permettre à d'autres acteurs de les exploiter. Voilà. Moi, si je devais rebondir, je dirais, je suis très heureux de cette discussion qu'on a aujourd'hui. C'était très compliqué encore il y a quelques temps où on était en opposition totale entre les nouveaux entrants et puis les acteurs existants, et de part et d'autre. Les acteurs existants appelaient les nouveaux entrants des barbares, les acteurs entrants voulaient absolument tailler les croupières, par l'expression aux banquiers. Donc on était vraiment dans cette logique-là. Aujourd'hui, je pense qu'un des grands progrès qui a été fait, me semble-t-il, c'est qu'on parle beaucoup plus de dynamique commune dans laquelle tout le monde peut se retrouver. Alors après, il y a ceux qui choisiront d'aller dans cette voie de quelque chose qu'on fait ensemble et ceux qui essaieront toujours de s'arc-bouter. Moi, mon pari, c'est que, et en tout cas mon souhait, c'est que je pense que les uns les autres fassent le choix effectivement d'alliances de plus en plus nombreuses. Julien en parlait tout à l'heure, qui fassent effectivement, parce que c'est aussi à ça qu'il faut penser, qu'on réinvente quelque chose pour le client qui fasse du sens, qu'on invente quelque chose pour le client qui fasse encore plus de sens. Donc je crois que, moi j'ai toujours utilisé ce terme de commerçant en parlant de banquier, et ça a parfois heurté, y compris en interne. Et je pense qu'il n'y a rien de plus noble que de faire un métier de commerçant. Et je crois que les banquiers, leur grand pari pour les années qui viennent, c'est de redonner peut-être un peu encore plus de relief à cette dimension commerçante de leur métier. Et si elles le font, et si elles construisent des alliances qui vont bien, il y a des belles choses à faire. D'ailleurs, ce qu'on a évoqué plus tout à l'heure montre bien que c'est possible. Donc, moi, je suis assez optimiste pour l'avenir. Et je pense effectivement qu'il y a plus à voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Antoine ? Et moi, du coup, en guise de conclusion, je vais paraphraser ce qu'a pu dire Ronan au début de cette présentation, en disant qu'il avait connu 2 périodes dans le monde bancaire. Je pense que c'est une 3e qui s'ouvre. C'est la période où on va vraiment dépoussiérer le métier de banquier traditionnel, qui a une image un peu vieillissante. Là, ça va vraiment être un métier avec beaucoup plus de services grâce à la donnée. Le petit éclairage d'Idomi, c'est qu'on va avoir besoin d'encore plus de consentement pour donner la main aux utilisateurs. Mais ce métier de banquier, en fait, il va faire appel à beaucoup plus de données, une capacité d'analyse accrue. Et surtout, ce qui change vraiment, c'est que l'objectif final, c'est d'apporter des services à plus forte valeur ajoutée pour les clients. Donc moi, je trouve que c'est une démarche qui est extrêmement citoyenne, en fait, dans le fond. Donc c'est une note qui est extrêmement positive. Merci à tous les 3 pour votre participation.
On va envoyer Merci. cette présentation et cette vidéo, si vous êtes d'accord, aux participants et aux inscrits, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos après. Et voilà. Bonne journée à tous. Merci Ronan, merci Julien et merci Antoine. Merci à vous tous. Au revoir. tous. Bonne journée. À Au bientôt. revoir. Au revoir.